Notre ami Don Amadeo Martin Rey Cabieses, si je prononce ça à la castillane parfaitement, donc qui va spécialiste des questions dynastiques et qui chaque semaine donne d'ailleurs un billet au journal La Razón à Madrid, qui est un journal qui se spécialise dans les sujets inattendus, les sujets peu traités. L'année dernière, c'était les princes. L'année dernière, c'était les princes inattendus, les princes. Aujourd'hui, c'est le prince Filippo Orsini. Filippo Orsini, voilà. Les princes inattendus, les princes. Comment? Sans excentriques, je ne vais pas chercher le mot. Les princes excentriques, mais beaucoup plus sérieux, spécialiste des Bourbons de Naples. Et juste là, notre ami a la particularité d'être bon espagnol, mais d'être aussi péruvien. Et je me suis laissé dire que vous aviez une tradition familiale de filiation à Pizarro, n'est-ce pas? Vous voyez que je suis informé. Et en tout cas, je sais le rôle que vous jouez dans la discrétion auprès, en particulier du duc de Calabre et aujourd'hui de son fils. Je dirais simplement une chose avant de vous laisser la parole, c'est que cette branche de la branche aînée des Bourbons est tout à fait fondamentale. Et le duc de Calabre, malheureusement très fatigué et malade, mais que son fils, le duc de Noto, reprend progressivement toutes les choses en main, et je sais que vous n'êtes pas pour rien. Et vous savez qu'il y a une division dans la famille de Bourbon de Naples, Bourbon-Sicile, un peu comme il y a la division suite aux renonciations, à la valeur ou non des renonciations de Philippe V au trône de France, et donc qui amène jusqu'à aujourd'hui à la grand schisme entre les partisans des Bourbons d'Anjou et des Orléans. Mais sur le plan interne de la maison des Bourbons des deux Siciles, il y avait le même problème, puisque lorsque le descendant, la sœur aînée d'Alphonse XIII, avant la naissance d'Alphonse XIII, non, même pas après, oui. Enfin, quand elle a épousé en 1900, oui, forcément, il était dit que si, vous savez, Alphonse XIII n'avait pas d'enfant, donc si elle était donc la princesse héritière, et que si lui devenait le roi consort d'Espagne, il ne pouvait pas cumuler non plus l'héritage à la couronne de Naples et de Sicile, aux couronnes de Naples et de Sicile, et que donc il y avait, alors se basant sur cette renonciation, et on sait ce que valent les renonciations, c'est-à-dire la valeur du papier sur laquelle elles sont couchées, donc il y a eu cette division qui a subsisté, vous connaissez, parce qu'on le voit souvent dans les journaux People, par contre le cadet, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le duc de Castro. Et en tout cas, cette réconciliation est intervenue. C'est pas de ça dont nous allons causer aujourd'hui, mais je tenais quand même à bien resituer, on peut en dire un mot si vous voulez, je tiens à resituer quand même les choses, et ça se répercute sur, évidemment, le valeureux ordre constantinien de Saint-Georges, qui est l'ordre dynastique de la maison, dont vous êtes l'un des officiers les plus représentatifs, les plus importants, et je tiens à vous accueillir et vous remercier d'avoir accepté de venir et de nous parler dans cet épisode particulier. On l'a dit déjà plus avant, puisque finalement l'Europe ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, parce que les Autrichiens continuaient à reconnaître Murat au moment de la première restauration, et que avant que évidemment Ferdinand était en Sicile, dans l'île. Mais son retour en terre ferme, c'est de ce dont vous allez nous parler, donc je vais vous laisser la parole. J'en ai trop dit déjà. Merci beaucoup en tout cas, Don Amadeo. Merci. C'est un peu difficile pour moi. J'ai mon allez-y. On peut écouter? Non, ça va aller. Oui. Alors, je voudrais remercier d'abord le Centre d'études historiques et notamment notre cher ami Christian Pinault,
pour son invitation, son très très aimable invitation pour l'université, pour parler d'une matière pour moi très chère. Et bon, j'espère que ça vous intéresse pendant tout mon discours. Alors, je vous prie de m'excuser, je dois lire mon conférence parce que je ne parle très bien français. Je crois que bon, d'habitude, mes conférences sont en parlant, mais pas en lisant. Mais dans ces moments, je dois lire la conférence. Et bon, cette communication, comme nous savons, traite de la restauration. La restauration, c'est une époque très importante pour l'histoire de la monarchie. La monarchie n'est pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et aussi à Naples ou de Sicile. C'est un processus qui fait partie d'un retour général de l'Europe à la situation antérieure à la Révolution française et à la domination napoléonienne. Bien que, comme nous allons le voir, avec quelques différences notables que nous soulignerons. L'historiographie européenne appelle restauration à la récupération des courants de différents monarques du continent, la récupération de la légitimité perdue et le retour à l'absolutisme. En France, la maison de Bourbon est retournée avec Louis XVIII. Voilà pourquoi on considère que le processus de restauration a commencé en 1814, quand après l'abdication de Napoléon le 6 avril de cette année, les puissances alliées ont permis le retour du roi de France, qui honorait cette année la charte constitutionnelle, la charte octroyée, comme on l'appelle. Elle garantit un parlement bicaméral, héréditaire de père et de députés. Cependant, il n'arriverait que plus tard à d'autres pays comme à Naples. Nous ne pouvons pas oublier que Napoléon ne revenait à Paris de l'île d'Elbe que le 20 mars 1815. Il n'était qu'après les célèbres 100 jours qu'il y aura lieu en France la seconde restauration. Cependant, il y avait déjà une première restauration des Bourbons à Naples en 1799. Et deux autres en 1821 et 1849. Précisément, Michele Sandro, un historien très connu italien, napolitain, a écrit que Ferdinand IV a été calomnié et diffamé par les ennemis de la monarchie juste parce qu'elle a réussi à surmonter le terrible 1799. Son esprit et bon sens surmontaient l'éducation que lui ont donnée le Premier ministre Tanucci et le prince de San Miniato. Tanucci a été aussi le régent pendant sa minorité. Nous devons rappeler que Ferdinand IV, après Ferdinand Ier, a devenu roi de Naples très, très petit. Et Tanucci Bernardo Tanucci était le régent. Le 22 décembre 1798, le roi avec sa famille a dû se lancer à Palerme dans un navire anglais commandé par l'amiral Nelson. À son retour, Ferdinand a battu la révolution dans leur État le 30 mai 1800. Il pardonnait les crimes d'État et demandait à leur sujet qu'il était comme ses enfants. Sous son règne, de nombreux travaux publics ont été faits. Pour en nommer quelqu'un, le cimetière de Naples, le premier fondé en Italie, ainsi que celle de Palerme. Il a peuplé les îles de Ustica et Lampedusa, en évitant qu'il soit un refuge pour les corsaires barbaresques. À Ustica, il a construit un château à la défendre. Il a restauré la façade du Palais Royal de Naples, élargi l'arbre de Foria, construit 3 théâtres, le Fiorentini, le Font et le San Ferdinando. Il a commencé la construction de la Villa Reale, le jardin botanique de Palerme, la ville angle de Caserta, le carrière de Castellammare, le petit port de Naples, le palais royal de Cardito, de nombreuses routes pour relier Naples avec les provinces, avec une longueur de plus d'1 milliard de milles. La colonie de San Luce, très connue parce que c'est un exemple très avancé social dans l'époque.
plusieurs écoles militaires, il réorganisa l'armée et marine et a été tant aimé par les Napolitains que lorsque le navire Ruggero a été brûlé le 3 avril 1790, qui a été construit à Castellammare, une souscription populaire est devenue à faire une similaire. Il a atteint 1 million de ducats. Ferdinand IV a fondé la maison pour les orphelines militaires et a doté de 30 000 ducats par an scolaires gratuites ont été établis dans toutes les municipalités du royaume pour les deux sexes et presque établis les écoles gratuites dans toutes les maisons religieuses pour les enfants et dans toutes les provinces a créé écoles pour les jeunes. Il a fondé à la maison des Jésuites à Naples, qui était abolie, une école pour les jeunes nobles appelés Ferdinandeo et un conservatoire à Carminello pour l'instruction des pauvres orphelins. Il a créé l'université de Catania à Palerme avec un théâtre anatomique, laboratoire et une riche cabinet de physique. Il a fondé aussi un observatoire astronomique dans le Palais Royal de Palerme et une autre dans le tour de San Gaudioso à Naples et également fondé en Sicile 4 écoles secondaires, 18 collèges et de nombreuses écoles normales et un conseil chargé de superviser toutes les écoles du royaume. À Naples, il a fondé un séminaire de formation nautique pour les transports maritimes et les commerçants. Il a institué un diocèse de Grecs unis et des séminaires à des écoles pour les Grecs et les Albanais. Il a créé l'Académie des sciences et des beaux-arts et une société littéraire typographique. Il a ouvert une bibliothèque à Palerme en donnant des livres qu'il avait achetés lui-même au canon Barbaracci. Il a promu les arts musicaux avec Cimarosa, Guglielmo et Paisiello, qui a été professeur du prince héritier et a accordé des bourses à de nombreux jeunes pour se former à Rome. Il a soutenu la pêche au corail et fonda la bourse de Naples. Il a également fondé des réserves de céréales pour les périodes de pénurie. Il a restauré le pont et fait de nouveau. Il abolit les dons que les citoyens étaient obligés à donner aux souverains et aux barons du royaume. Lorsque le prince héritier a épousé la ville de Naples, a offert une grosse somme d'argent. Il a accepté seulement 60 000 ducats et l'a distribué parmi les pauvres. Naples n'avait pas été sans révolution, comme l'a noté Pratt, disons. Naples n'a pas été plus que les autres États, excepté les atteintes de la Révolution. Cependant, une nouvelle invasion française en 1806 a conduit au roi Ferdinand IV à la cour de Palerme le 23 janvier de cette année, sous la protection britannique. En effet, après la bataille d'Austerlitz, la cour de Naples, qui venait de signer un traité avec la France, a choisi un mauvais moment et a été rapidement occupée. Le général Berthier avait envahi les États pontificaux en 1798, ce qui a forcé le roi Ferdinand IV de déclarer la guerre à la France. Il entra à Rome à la tête de 10 000 hommes, mais le reste de ses troupes ont été vaincus par les Français et forcés de quitter Rome et retourner à Naples. Le monarque a dû se lancer vers la Sicile. En janvier 1800, Ferdinand retourna à Naples et y resta jusqu'en 1806, lorsque Napoléon a donné la couronne de Naples à son frère Joseph. Ce fut alors qu'a commencé une décennie dans laquelle deux rois de France, deux rois français, ont occupé le trône de Naples. Joseph Bonaparte, a devenu après roi d'Espagne, nous l'appelons Pepe Botella, bien qu'il était alcoolique, mais c'est la légende. Et Joachim Murat, c'est le deuxième roi français de Naples. Grâce à le statut de Bayonne, il a devenu ça. Comme ensuite a effectué le même Joseph en Espagne, lui et Murat ont inclus Naples dans la cluster de pays au service de la politique européenne de Napoléon. Et, comme a noté Carmine Quinto, a conduit Naples à une rupture avec les formes et les pratiques du XVIIIe siècle. Le gouvernement de Murat réduit les rigueurs du temps de Joseph Bonaparte. En fait, il déclarait «
tutti i napolitani, excuse-moi pour lire, c'est en italien, c'est più beau. Tutti i napolitani esiliati per misura di polizia potessero ritornare liberi in seno alle loro famiglie. Si togliesse il sequestro sopra tutti i beni mobili e immobili di coloro che nel 1806 avevano seguito i Borboni in Sicilia. Paul Schroeder a identifié comme une objection appelée la restauration à l'ère post-1815. En général, les gouvernements de l'époque voulaient restaurer l'ordre ancien, mais d'une façon incomplète. Le première année après 1815, c'était ce qu'il appelle la ère de récupération, dans laquelle le gouvernement a essayé de guérir les blessures de la guerre et le retour à la vie normale, en particulier par la reprise économique et le développement. En toute la péninsule italique, le principe de légitimité n'a été que partiellement respecté par les puissances réunies au Congrès de Vienne, qui a réorganisé l'ordre européen après la chute de Napoléon. Vienne était la première d'une série de congrès qui ont lieu entre les grandes puissances, dont la France, pour empêcher l'avance du libéralisme. Les suivantes ont eu lieu à Aachen, à Aquisgrán, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. Aachen, Aix-la-Chapelle. Aquisgrán en italien. Troppau, 1820, Laibach, 1821 et Vérone, 1822. Aucune des anciennes républiques a été restaurée. Lucca a été ajouté au Grand-Duché de Toscane, Gênes au Royaume de Sardaigne, dans le cadre d'un renforcement de l'ensemble des pays riverains de la France, tandis qu'une partie du territoire de la République de Venise a été incorporée dans l'Empire autrichien, Istrie et Dalmatie, et le reste a rejoint une nouvelle monarchie, également soumise à l'autorité de Vienne, le royaume lombardo-vénitien, constitué par l'acte impérial du 7 avril 1815. La suprématie autrichienne dans la péninsule a été renforcée en outre par la présence dans l'Émilia et en Toscane des proches parents de l'empereur François d'Autriche. Sa fille, Marie-Louise, la femme séparée, deuxième femme de Napoléon, a été faite duchesse de Parme et de Plaisance. François IV d'Autriche-Est, son cousin, a devenu duc de Modène et de Reggio. Ferdinand III, son frère cadet, avait pris le titre de grand-duc de Toscane. Il avait vanté entre 1790 et 1999. D'autre part, on a reconnu le droit de l'Autriche à une garnison militaire à Ferrare dans le territoire pontifical. Vraiment, les deux seuls États qui ont acquis une certaine indépendance étaient le royaume de Sardaigne, prolongé avec la République de Ligurie, et le royaume de Naples, restauré par Ferdinand IV, que depuis décembre 1816 a été appelé roi de deux Siciles. Dans ces royaumes, où l'Autriche et la Grande-Bretagne ont pressé pour éviter la persécution, tout ça a été reflété dans des décrets bienveillants, comme nous le verrons plus tard. Le système administratif napoléonien a été conservé, et même la plupart des chefs militaires dont Ferdinand va arriver plus tard, et les orientations réactionnaires et contre-révolutionnaires du ministre de la Police, Antonio Capece Minuto. Bon, je me ferme ici pour voir une petite map de l'Europe dans ce moment. Nous pouvons voir le royaume de Sicile au sud de l'Italie. Il comprenait la Sicile, l'île de la Sicile, et tout le sud de l'Italie. Ici, nous avons quelques images du roi Ferdinand IV, 4 de Naples, 3 de Sicile, avant de devenir Ferdinand Ier, roi de Sicile. Et ici, nous avons des images, la reine Marie-Caroline, qui était la sœur de Marie-Antoinette. Elle était une femme d'un très fort caractère. En fait, la finale
sa vie. Elle a habité à Vienne, séparée de son mari, depuis 1813. Et elle a décédé en 1814 à Vienne. Et après ça, son mari a épousé une autre fois avec Lucia Migliaccio, duchesse princesse de Partana, duchesse de Floride. Et ici, nous avons notre image de la couple du roi Ferdinand IV de la reine Marie Caroline. La famille royale napolitaine, Ferdinand IV, roi de Sicile, par Angelica Kaufmann. Ils ont eu 18 enfants, dont 5 ont devenu rois ou reines, ou souveraines. Nous verrons plus tard ça. Bon, alors. Et voilà, je sais, le prince de Canosa, on va rencontrer la modération du ministre de l'Intérieur, Luigi de Medici, philo-libéral et maçon. Alors, il y avait le ministre, je suis un peu... Non, c'est bon, ça va. Ça va? Oui. C'est fatigant pour toi? Non, c'est pas. Bon, merci. Alors, je peux le faire, hein? Non. Oui, d'accord. Le ministère de la Justice et des Affaires étrangères ecclésiastiques a été confié au marquis Donato Tomassi. Comme indiqué Desandro, Ferdinand IV n'a reçu aucune indemnisation comme le Piémont, mais plutôt on voulait forcer à céder un quartier contenant 30 000 habitants au prince Eugène de Beauharnais, qui a été vice-roi d'Italie et fils adoptif de Naples. Ferdinand s'est opposé et finalement il a dû donner 5 millions de francs pour se débarrasser de cette exigence. Le 11 janvier 1814, un traité d'alliance entre l'Autriche et Murat a été stipulé et a été également ratifié par les Britanniques. Pour Ferdinand a été réservé un prix de consolation non spécifié. Le 3 février suivant, le plénipotentiaire de puissance européenne se sont réunis à Châtillon-sur-Seine après la première défaite de Napoléon pour traiter des conditions de la paix. Dans ces conversations, il n'a pas été même pris en considération la possibilité de restaurer la couronne de Naples pour Ferdinand IV. En principe, il aurait gardé la couronne de Sicile et reçu une indéterminée compensation en Italie. L'Anglais, le 4 février 1814, avait exprimé à Palerme le crainte de la défense des intérêts des Bourbons aurait signifié une crise dans l'équilibre européen. Et voilà pourquoi on soutenu que Ferdinand a été offert en échange de Naples d'autres territoires. Le dit traité d'alliance austro-muratienne, bien sûr, inquiétait Ferdinand. Il savait que les grandes puissances, comme l'Angleterre, si elles devaient lui sacrifier, il l'aurait fait indépendamment de toutes les promesses qu'il avait reçues. Les Napolitains étaient alors loin du concert européen. Les Anglais représentant leurs intérêts, les prévalaient naturellement ceux de Londres. Le 15 février, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie se sont rencontrés à Troyes, et ont convenu d'indemniser Ferdinand non pour la valeur du territoire perdu et des frais engagés à l'appui de la cause commune, mais au prorata des contributions des autres pouvoirs en place dans les mêmes conditions. Les Anglais ont profité de la situation. Il n'était pas admissible, par exemple, que les soldats siciliens étaient utilisés par les Britanniques comme des polices pour occuper la Toscane sous le commandement de Bentinck, de Lord Bentinck, qui a été représentant anglais. Le 9 mars 1814, quelques 1600 hommes ont débarqué à Livorno. Mais Ferdinand ne pouvait guère faire. Après l'armistice entre Murat et les Britanniques, les Anglais ont ordonné la reprise des relations commerciales entre Naples et la Sicile.
Cependant, le roi Ferdinand a décidé d'interdire toutes les relations de la Sicile avec le continent. Le 5 juillet 1814, il est revenu au pouvoir et a retourné à Palerme. Bentinck devait lui honorer parce qu'il ne pouvait pas agir contre un souverain allié qui a tant contribué à la cause contre Napoléon. Il a laissé le commandement des troupes siciliennes dans les mains du prince héritier. Le 18 juillet 1814, un nouveau ministère a été créé et le roi a ouvert la session du Parlement. Quand il a été annoncé que Ferdinand IV de Naples et III de la Sicile deviennent Ferdinand Ier de Sicile, les Napolitains ont inventé une épigramme humoristique qui s'y préparait rapidement. Je dois lire en italienne, c'est très très amusant. Il dit Fossi quarto, fossi terzo, porti in titoli Tiniero, se continui nello scherzo finirai per terzo. Plus ou moins, ça signifie vous avez commencé d'être 4, puis 3, et maintenant vous êtes premier. Et si vous continuez comme ça, vous serez zéro. Alors, pour les Siciliennes, la nouvelle situation était moins amusante parce que le nouveau titre signifiait la perte de l'autonomie dont il était fier et même l'annulation de la Constitution qu'avec l'aide des Anglais, il avait réalisée. Moins de 3 mois après la mort de sa première femme, Marie-Caroline d'Autriche, décédée, comme je l'ai déjà dit, en 1814, Ferdinand s'est marié morganatiquement à Palerme le 27 novembre avec Lucia Migliaccio, veuve de Benedetto III Griffeo, principe di Partanna, et fille de Vincenzo Migliaccio et de Loretta Borgia. Alors nous pouvons voir que la généalogie de la deuxième épouse du roi était assez important, mais le mariage était morganatique pour éviter que le potentiel enfant de ce mariage devienne un problème pour l'héritage du royaume. Alors, il aura peu d'influence politique, mais sera une très bonne compagnie pour l'Europe. Alors que Ferdinand prenait soin de son second mariage, le premier roi Bavienne, le congrès qui devait reconstruire la carte politique de l'Europe a été lancé. Le roi Ferdinand retourne à Naples. Ferdinand a retrouvé le trône du royaume de Naples après sa victoire à la bataille de Tolentino le 3 mai 1815. Après ça, il a dissous le Parlement sicilien le 15 mai et a nommé son fils comme lieutenant général de l'île. Il a quitté Palerme le 16 mai dans le navire amiral anglais Queen entre les bénédictions du peuple et arrivé à Messine le 19. Dans le même temps, la reine Caroline, épouse du roi Joachim Murat, Caroline Bonaparte, comme nous connaissons très bien, naviguait de Naples avec ses fils jusqu'à Gaeta et il arrivait après à Trieste. Le bateau transportant Ferdinand à la capitale napolitaine s'est croisé avec celui de Caroline. L'amiral avait pris à la reine Murat de ne pas s'effrayer si elle entendait un canon qui était un hommage du roi Ferdinand. Elle répondait qu'en tant que Bonaparte, il n'était ni nouveau ni ingrate, c'est sombre pour elle. Caroline a strictement enduré beaucoup de bateaux, s'approcher à son navire pour chanter des chansons insultantes. Le roi Ferdinand est dit au début de mai 1815. Je vais lire ça en italien aussi. Bisogna ora che ritorni al mio trono di Napoli, il faut que je revienne à mon trono di Napoli. I vostri sentimenti unanimi mi richiamano, il voto generale delle altre potenze ha rivendicato i miei diritti, il fermo e vigoroso appoggio dei miei reati mi incoraggia e mi sostiene. Ritorno per restaurare la vostra antica serenità e per cancellare la memoria di tutti i mali passati. Napoletani, ritornate dalle mie braccia. Io nacqui tra voi.
vi conosco e vi apprezzo, le vostre abitudini, il vostro carattere e le vostre usanze. Desidero è un canto, è un chant à l'amour à Naples, à l'amour aux Napolitains. C'est une chante et c'est une promesse aussi, c'est plus long, c'est une promesse d'une un règne très bon, très favorable pour les Napolitains. De retour à Naples, le prince Léopold, prince de Salers, fils de Ferdinand Ier, qui avait participé en 1809 avec 19 femmes dans la tentative avortée de régagner le royaume continental de Sicile, occupé par les Français en 1806, a constaté que les améliorations apportées par Caroline Murat dans divers endroits étaient remarquables. Donc, il s'émerveillait de les réaliser dans le palais des Portici et dans les autres palais royaux. Il a été étonné par la légèreté du mobilier empire et du baignoire en argent massif qui existe encore, laissé par Madame Murat, la reine. Elle, contrairement à ce qu'elle avait fait avant à l'Élysée, ne pouvait pas vider les chambres et a dû contenter avec l'argenterie, la lige de maison, la chine et des autres choses portables. On dit que Leopold a dit à son père: «Oh caro padre, se tu fossi soltanto rimasto lontano per un'altra decina d'anni, mon papa, pourquoi tu n'as retourné 10 ans après pour améliorer le palais, non? Pour laisser améliorer le palais au Bonaparte, au Murat». Comme l'a noté Carmine Pinto, l'effondrement de la République causé par l'offensive alliée de l'armée de Santa Fe de Ruffo, du cardinal Ruffo, a inauguré la première restauration de Bourbon à Naples. Le premier acte fut le massacre de dirigeants républicains et l'incarcération de ses partisans. Le régime recherchait après la paix internationale soutenue par les Anglais et la paix avec la France pour stabiliser le royaume par un lien externe. Très différent était l'attitude de Ferdinand IV en 1815, dans laquelle la bienveillance pour le vaincu a prévalu sur la vengeance. Le monarque avait décidé de suivre un principe de modération et était déterminé à résoudre le grand problème des institutions muratiennes qu'on devrait accepter ou abolir. Cette bienveillance s'est manifestée de diverses façons, vu que la plupart de ces décisions ont été stigmatisées comme réactionnaires. Le 4 juillet 1815, le roi Ferdinand est arrivé à Bagne. Le même jour a été publiée à Naples une proclamation du sang. Après plusieurs années de séparation douloureuse, a plu à la divine providence le retour à ce sujet de leur légitime souveraine et à notre cœur paternel ce qui était le plus cher. Notre droit sacré à la souveraineté de Sicile, reconnu et confirmé par le consentement universel de puissance de l'Europe réunie au Congrès, et par les forces magnanimes de nos alliés, et par notre propre empire, et les droits de personnes qui brillent sur tout notre rétablissement, nous a conduit à mettre fin à cette ère qui doit finir les mots qu'un si grand et important de nos biens a été victime. En reconnaissance des importants avantages reçus du Trésor, nous allons consacrer dans l'avenir tous nos efforts vers le bonheur et la tranquillité de notre peuple. Et ils contribuent pour leur part avec la pratique de la nécessaire préservation des vertus de l'ordre social, l'harmonie, la modération et la confiance mutuelle. Les événements peuvent être effacés de sa mémoire comme ils se sont effacés de la nôtre. Grâce à une proclamation donnée à Palerme le 1er mai, nous avions exprimé nos intentions bénignes et avons publié les promesses que nous avons faites. C'est plus long, mais je coupe ici la lecture. De Messine, le 21 mai 1815, il confirmait et pointait son décret d'amnistie déclarant que tout texte écrit, dit ou fait au nom ou à l'appui des gouvernements de Joseph Bonaparte et Joachim Murat, ou à tout autre temps, ne seront jamais imputables aux yeux de la loi, mais ils ne sont pas et ne seront pas eux aussi imputables avant notre cœur paternel, étant donné que tous
nos sujets, pour une si longue période d'événements politiques, ont été trouvés dans un état de violence morale. Le 6 juin, il est arrivé à Portici. Les généraux muratiens et des Bourbons ont été regardés par les monarques avec l'air bienveillant que les deux groupes se sont dit. L'entrée de Ferdinand était simple en comparaison avec le style pompeux que le roi Joachim Murat était fameux pour son baroquisme, vêtements très riches, tout ça, non? Avait habitué à la politique. 2 temps après vint la nouvelle de la bataille de Waterloo, vaincue le 18 juin 1815 par la coalition anti-napoléonienne. Pendant ce temps, dans le royaume de Naples, commémoré il y a une semaine, je crois, la bataille ou 2 semaines, la bataille de Naples, de Waterloo. Hier, nous parlons de ça dans la table à manger, oui. Parce que j'étais la semaine dernière à Flea House, que c'est la maison de Duc de Wellington et prince de Waterloo, et de problèmes que ça cause à la Belge et aux Pays-Bas, parce que le principat de Waterloo, c'est un principat des Pays-Bas, mais la terre, le fief, est en Belgique. Alors, c'est un problème très compliqué. Très compliqué. C'est ça. Pendant ce temps, dans le royaume de Naples, les forteresses commandées par des généraux muratiennes étaient tombées. Pescara, commandé par les généraux napolétani, se rendit le 28 mai. Celle d'Ancône, dirigée par le général Montemayor, est tombée le lendemain. Le roi Ferdinand avait perdu le trône par la force. Par la force avait également rapporté Charles III son royaume. Maintenant, son père. Maintenant, le trône était reconquis à nouveau et commençait la réorganisation du royaume et de ses finances. Lors du congrès de Vienne, Ferdinand avait acquis de nombreuses obligations. Il devait à l'Autriche 26 millions de francs, le prix de la conquête, au prince Eugène, comme je vous ai dit, 5 millions, et 9 millions au ministre du Congrès. Les actifs ont été retournés aux fugitifs et les trésors publics demandaient le don de Joseph et Joachim. Selon Buta, dans la restauration de 1815, Ferdinand IV récompensait les Carbonari pour les services qu'il lui avait rendus, ce qui est très étonnant. En leur ordonnant les meilleures positions de la cour, l'armée, la magistrature des autres emplois. Ce fut le germe du dualisme avec lequel ils ont suivi et servi en Sicile. Mais ceux ne se donnaient pas à payer et avaient voulu continuer ces réclamations en affirmant que le souverain leur avait donné le royaume entier. Il est pour ces raisons qu'en 1820, ils ont fait une révolution militaire qui a coûté plusieurs millions au royaume et l'occupation allemande. Et tout cela par les protégés de San Teobaldo Carbonaro. Malgré ces mesures clémentes que j'ai mentionnées, le cœur du roi était blessé et ça était évident dans quelques épisodes. Par exemple, quand le prince de Silignano, qui avait servi Murat, a saisi à l'occasion de la visite de Jérôme pour se présenter, le visage du roi était assombri, il n'a pas été impoli et a répondu à son révérence, mais il ne lui parlait pas. En outre, l'une de ses premières mesures en arrivant à Naples était l'abolition du Conseil d'État, que le roi croyait qu'il limitait son propre pouvoir. Un autre était la restitution à ceux qu'il avait suivis dans son exil sicilien. Pour les mécontents, il convenait des compensations. La révocation de dispositions du Murat, livrant des propriétés à des tiers, causait des problèmes. En outre, Ferdinand abolit la marque de pénalité à feu à certains criminels qui avaient initié Murat. La jolie naturelle des Napolitains s'est manifestée nettement dans l'après-midi du 19 juin 1815, quand le roi Ferdinand est apparu sur la loge du théâtre, quand en scène apparaît au milieu de fleurs et de drapeaux une buste de roi sculptée par Canova. Le lauréat a été ému aux larmes et la foule applaudit pendant une demi-heure de façon joyeuse.
Ainsi commença ce que Campoglietti a appelé la luna di miele, la lune de miel, entre Ferdinand et son peuple. Avec Ferdinand retourné à Naples, les fêtes des Piedigrotta et les célébrations religieuses, la foule de vendeurs de rue et des jongleurs dans les rues, des processions et des fanfares militaires. Au fil du temps, et pendant les premiers jours de la Restauration, le vieux roi Ferdinand adoptait le style et le look d'un monarque bourgeois. Son caractère populiste et proche, naturellement, facilitait cette situation. Généralement, sa vie avec des contacts hors du protocole avec les Napolitains. Les Britanniques l'avaient toujours considéré comme un gentleman farmer. Déjà, plus ou moins comme le roi bourgeois, comme Louis-Philippe d'Orléans. Déjà, lors du traité de Casalanza, le roi Ferdinand avait accepté les principes de la parité entre les loyalistes et les anciens muratiennes, et en mai 1816, dans la rotation entre le ministre Canosa et le plus libéral Luigi de Medici, principe di Ottaviano, qui avait rendu sympathie aux Jacobins dans sa jeunesse, et puis pour les Carbonari, a opté pour le second, bien que le monarque s'est opposé à poursuivre Canosa en raison des secteurs armés par lui. Les historiens appellent quinquennat à les 5 années de la période entre 1815 et 1820 dans le royaume de Sicile. À cette époque, Naples a commencé à briller à nouveau sur la direction de le mentionné Luigi de Medici, principe di Ottaviano. Il avait vécu en Angleterre et avait été dans plusieurs départements avec une expérience juridique considérable et des conceptions modernes de la politique. Sa sœur, la marquise de San Marco, était une amie très proche de la reine. Harold Acton a appelé de Medici potente pieno di sé ma non dispotico. Il s'est gardé équidistant entre Carbonari et les réactionnaires. Le nouveau gouvernement confirmait les premières promesses faites par Ferdinand avant son retour, accordant amnistie à ceux qui avaient soutenu le régime du Murat, et en laissant changer le système administratif provinciaux et municipaux établi dans la décennie bonapartiste. Pendant le quinquennat a eu lieu le mariage entre le prince Léopold et Maria Clementina, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur. Une nouvelle alliance s'est formée, signée entre les empereurs de Russie, le roi de Prusse, et de Russie et d'Autriche, et le roi de Prusse, appelée la Sainte Alliance. Après ça, un peu plus tard, notre roi, Sa Majesté Ferdinand VII, cette alliance, la 700 alliance. Le roi est resté un homme simple. Il aimait être avec sa femme, la duchesse de Floridia, et qui tous appelaient la principessa. Elle était aimée de tous. Ainsi, l'écrivain Carlo De Nicola racontait: a mezza mattina Sua Maestà è salita col solo marchese Capano in canestra aperta a 4 cavalli, con un solo palafreniere che perceveva la carrozza a 2 servitori al di dietro e in altro accompagnamento. Ça signifie qu'il sortit d'habitude presque tout seul, comme j'ai vu souvent dans les images de Louis-Philippe en sortant des Tuileries à pied avec la reine Marie-Amélie avec son parapluie. Plus ou moins, c'est la même image. Le monarque aimait s'amuser et avoir du plaisir, et son humeur sereine et satisfaite est exprimée dans un langage simple et sincère, comme dans une lettre à son cousin le duc de Genevois. Questo recupero del regno di Napoli io lo attribuisco ad un vero miracolo, tanto lo vedevo lontano qualche mese fa. Compisca il Signore l'opera della sua onniposente mano, facendo con la medesima prontezza felicità ritornare Luigi XVIII a Parigi. Ferdinand sentait amour pour son peuple, sa femme et sa famille. Il était religieux, un peu à la mode populaire, mais sa passion fondamentale était la chasse et la campagne, comme son père. Stendhal écrivait que le roi comprend plus de sanglières
que d'armée et de proscription. Bon, je crois qu'il faut terminer. Je finirai par la conclusion. De toute façon, on publiera l'intégralité. Oui. Ces dernières 5 années du règne restauré de Ferdinand Ier étaient mouvementes. De octobre 1822 à août 1823, il s'est raté le royaume, d'abord pour assister au congrès de Vérone et ensuite pour des vacances en Autriche. Ferdinand a été peu impliqué dans la politique dans ces dernières années. L'État a augmenté sa dette qui a affecté l'assistance sociale et les travaux publics. Nouveaux droits de douane ont été prises pour protéger le secteur de la fabrication et pour promouvoir le commerce maritime. Ferdinand est mort à Naples entre le 3 et 4 janvier 1825. Lucia ne lui survécut qu'un an et 3 mois. Son souvenir de roi toujours près de son peuple reste encore sous le nom de Re Lazzarone. Son œuvre, fondée dans son palais de San Leuce, près de Caserta, récemment visité par le prince Don Jaime de Bourbon de Sicile, duc de Capoue, est un exemple de souverain éclairé, une manufacture d'histoire aux visées utopistes. Le musée archéologique de Naples est créé pour y exposer les objets découverts à Pompéi et à Herculanum, les constructions des ingénieurs comme Enrico Alvino, qui ont facilité les mouvements de flotteurs, tels que la réalisation de Via Duomo, qui a servi l'union entre Via Foria et Via Marina, le pont, ou la construction de la Via Maria Teresa, maintenant Corso Vittorio Emanuele, ou la Via dei Forzi, aujourd'hui Corso Garibaldi, ou les escaliers, etc., et sont des exemples de ce cercle. Ne pas oublier que les premiers bateaux à vapeur dans le monde a été construit en 1818 sous le nom de Ferdinand Ier, et qu'en 1819 a été créé le premier observatoire astronomique en Italie, à Capodimonte. Mais il est obligé de citer aussi qu'il introduit l'obligation pour les juges de motiver les décisions. Ce sont des exemples de ce que Ferdinand nous a laissé. Bien que Ferdinand a été injustement stigmatisé comme vulgaire, ignorant, fanatique et réactionnaire, il a été par excellence le souverain illuminé et réformiste de l'Italie, poursuivant le travail entamé par son père Charles III d'Espagne. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Encore un autre exemple. Si vous avez quelques images encore à nous montrer, non ? Passez juste, on a quand même 1 minute. Parce que, voilà, ça c'est... C'est le roi dans ces dernières années. Ce sont les 2 ministres, Luigi de Medici et Antonio Capecciuto, prince de Genossa, libéral et maçon, légitimiste, traditionnaliste, etc. Oui, sa femme, sa deuxième femme, la duchesse de Floridia, et ici nous pouvons voir le roi avec le collier de l'ordre de Constantin de Saint-Georges, le théâtre San Carlo, le fameux qui a été brûlé et reconstruit par le roi dans 6 mois, plus ou moins. Et la basilique de Saint-François de Paul, en face du palais royal de Naples, qui a été construit aussi par Ferdinand Ier, ou le palais de la Foresteria, qui a été construit par lui pour loger les invités étrangers à Naples. C'est à côté du palais royal aussi. Le blason du roi pendant jusqu'à le moment qu'il a devenu Ferdinand Ier. Et ses enfants. J'ai souligné en rouge ceux qui ont devenu souverains par mariage ou par propre droit, comme François Ier. Et finalement,
l'arbre, nous pouvons voir ici Ferdinand IV au premier, et sa descendance, l'aîné de la famille, c'est l'infant Don Carlos, duc de Calabre, que vous avez mentionné. Bien, oui. Philippe, oui. Oui, une précision généreuse, justement, qui se fait en mémoire à ce sujet. Il est bien le père de Marie-Amélie et le grand-père de la duchesse de Berry, c'est ça? Oui. Oui. C'est ça, oui. C'est ça. Hervé Baron-Piloto. Bravo. Ce pauvre roi Ferdinand, qui a commencé très jeune, parce qu'il a été abandonné par son père partant pour Madrid, et il avait 7 ans, si j'ai bonne mémoire, c'était un gamin qu'on a laissé dans les mains d'un bon ministre, mais il a eu une vie très intéressante, terriblement compliquée, en particulier par la présence des Britanniques dans l'île de Sicile, parce que ça a été affreux, ça s'est passé. Mais il y a un point que je crois qu'il n'a pas dit du tout, c'est qu'au fond, ce roi de Sicile était finalement le vassal du pape. Et que c'est lui qui est arrivé, il s'est fâché finalement, quand il est revenu sur le trône en 1815, il s'est fâché, il a commencé à dire quand même je ne peux pas continuer à être le vassal du pape, et de devoir donner à la Sainte Église de Dieu, bien entendu, une acnée blanche, c'est-à-dire un cheval blanc féminin. Et il y a eu des négociations qui ont été assez longues parce que le roi s'en est tiré finalement par une grosse somme d'argent qu'on a envoyée au pape. Et ça lui était réclamé, comme tous les vassaux du pape, ça lui était réclamé dans la basilique de Saint-Pierre par un agent spécial qui réclamait qu'il fallait redonner ça à Saint-Pierre. Donc lui, il s'est dégagé de l'église d'une manière assez très bien d'ailleurs, et ça a été la fin de toute une vieille tradition. Voilà, je souligne que ce roi avait 2 numéros en tant que roi de Sicile, parce qu'il avait un numéro comme le roi à Naples, mais c'était quand même les de Sicile, il avait un numéro à Palerme. Et il a trouvé qu'il était beaucoup plus facile en 1816, et il a créé ce qu'on appelle le royaume des deux Siciles. Il est devenu le roi du royaume des deux Siciles. C'était plus le roi des deux Siciles, mais le roi du royaume des deux Siciles. Et là, il s'est devenu Ferdinand Ier, et tous ses descendants n'ont pas eu des chiffres énormes. C'est plus ou moins la même chose qu'à notre risque quand François II est devenu François Ier, par exemple. Oui, et les Britanniques, c'est vrai, et précèdent beaucoup Naples, et notamment parce que sa première femme était très proche aux Britanniques, et évidemment aux Autrichiens. Mais finalement, ils ont pu devenir indépendants complètement. Et ce que vous avez mentionné autour du pape, je rappelle maintenant une chose très importante pour la famille royale de Sicile, c'est quand François II de Sicile est allé visiter Pio IX dans le dernier moment de sa vie. Il était très très proche. Toute la famille royale de Sicile était très proche à la Saint-Siège. Le duc de Calabre actuel a été avec tous les papes, tous les papes dans sa vie. Et oui, c'est vrai. Merci. Oui, cette phrase très drôle que vous citez là, on lui dit, donc vous étiez 4, puis 3, oui. Maintenant premier, vous allez finir 0. C'est très drôle, effectivement, cette rétrogradation, c'est décadé dans la numérotation. Mais ça explique très bien qu'il y avait 2 royaumes, il y avait qui n'étaient pas
pas forcément toujours unis dans l'histoire. Il y a le royaume de la Sicile proprement dit, et Naples. Enfin, bref. Et bon, voilà. Je crois qu'on a le temps. Il y a d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, parce que là encore, si ma dernière remarque, c'est que là encore, un personnage, une fois de plus, on en parle depuis hier après-midi, systématiquement, qu'on laisse dans la légende ou dans l'histoire officielle des images épouvantables de beaucoup de personnages, et il en fait partie, alors que c'est tout à fait mensonger, que c'était un contraire. Ça a été au contraire un personnage moderne, réformateur. Donc c'est toujours la même histoire. Systématiquement, on salit la mémoire et l'action de beaucoup de princes. On doit dire que le royaume de Murat a été bien différent que celle de Joseph Bonaparte. Alors c'était le deuxième royaume, le deuxième règne de Français à Naples. Alors il a pu accepter la situation de Murat et accepter tous plus ou moins la majorité de militaires, de chercheurs politiques, tout ça. Et il respectait beaucoup Murat, bien qu'il a permis qu'il est fusillé. Il n'a pas gracié. Oui, il n'a pas gracié. C'était fait très vite, cette histoire-là. Oui, c'est une histoire qu'on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, nous parlons de la restauration. On parlera ce soir de ce qui se passera en Espagne, comme on dit. Mais voilà un passage, enfin un épisode très important à prendre en compte dans cette époque de la Restauration. On l'oublie trop souvent. Alors le personnage est écrit, en plus on oublie ce gros royaume qui devient maintenant le royaume des deux Siciles à partir de 1816, je l'avais dit, 1816. Hein. Et donc effectivement le grand-père de la duchesse de Berry, merci le professeur de l'avoir rappelé, de notre chère duchesse de Berry. Bon, il faut qu'on t'en tourne et qu'on écoute Jean-Paul Clément maintenant. Alors merci 1000 fois de cette communication ô combien intéressante.